Bonjour chers lecteurs, merci d'être là avec nous pour une nouvelle interview totalement dédiée à l'histoire et au patrimoine historique français. Nous recevons une des personnalités préférées des Français. Il est très présent dans les médias, il est très présent dans les librairies. C'est un homme à la fois écrivain, journaliste, présentateur télé et animateur radio. C'est Stéphane Bern, il est notre invité aujourd'hui. Bonjour Stéphane Bern. Bonjour à tous. Vous célébrez chaque année l'histoire et le patrimoine. 2 prix sont décernés par un jury de professionnels de la Fondation Stéphane Bern. Parlez-nous de votre fondation que vous avez créée en 2016. C'est une fondation que j'ai créée évidemment pour redonner le goût de l'histoire et donner envie à des jeunes auteurs de publier des biographies ou des livres d'histoire, tout simplement. Donc c'est un prix qui s'attache à récompenser un premier livre publié et édité. Et d'autre part, vous connaissez mon action en faveur du patrimoine. J'essaie de donner un prix aidé par un jury d'experts, pour valoriser une action en faveur du patrimoine. Je trouvais important de donner l'exemple en créant une fondation qui permette justement à la fois de défendre l'histoire et le patrimoine et d'essayer de faire vivre cette fondation de mon vivant en l'animant. Elle est adossée, comme vous le savez, sur l'Institut de France, donc les 5 académies, dont la plus prestigieuse est l'Académie française, évidemment. Et voilà, je la dirige donc avec Xavier Darcos, le chancelier de l'Institut de France. Donc, 2 lauréats ont été récompensés en 2019. Vous avez décerné le prix pour l'histoire à Clément Horvat pour son livre Till Victory, Lettres de soldats alliés. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette cérémonie de remise de prix que vous avez tous les ans? Chaque année, on essaie de faire une remise de prix dans la grande salle de l'Institut, sur le quai Conti, donc qui est un endroit assez prestigieux, la salle du Conseil, là où se réunissent les académiciens. Et on remet le prix Histoire, c'est chaque année une personnalité. En l'occurrence, là, c'était la princesse de Hanovre, la princesse Caroline de Monaco, qui a remis le prix Histoire à ce jeune historien. C'est un premier livre, il est passionné depuis toujours par les lettres des soldats. Ça raconte aussi l'histoire franco-américaine, donc ça allait bien avec la vie de la princesse Caroline, qui est américaine et monégasque, donc sur la victoire, sur le débarquement allié en Normandie en 1944. Et quant au prix patrimoine, il est remis chaque année par notre première dame, Brigitte Macron, qui est depuis toujours un fidèle soutien de mon action en faveur du patrimoine. Alors, j'ai une petite anecdote, c'est-à-dire que Clément, j'ai été présentée par la fille de la maman du 2e tome, c'est-à-dire Thérèse Robert, qui était la petite fille de 5 ans qui a rencontré le parachutiste. Et elle nous a mis en relation. Et justement, donc, il était vraiment ravi de cette cérémonie. Il est vraiment reconnaissant envers vous. Je ne suis pas le seul, puisque c'est un jury donc mais à l'unanimité, on a voté pour lui. Et c'était voilà, on est toujours heureux d'encourager comme ça des jeunes talents à s'exprimer et surtout à défendre l'histoire. Il a fait un travail extraordinaire en 15 ans de recherche. C'est incroyable d'avoir écrit 2 livres en 3 ans aussi. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut récompenser, c'est favoriser chez les jeunes l'amour de l'histoire, l'écriture sur l'histoire, pour que l'histoire se perpétue. Voilà, c'est très important pour nous. Oui, ça, je sais que c'est pour vous, défendre l'enseignement de l'histoire et la sauvegarde du patrimoine, c'est très important. Et en fait, c'est un peu
c'est un peu pour ça qu'on vous nomme le monsieur patrimoine de notre président de la République. Moi, je ne travaille pas avec le monde politique. C'est vrai que j'essaye de sauver le patrimoine comme je peux avec mon action personnelle, mais là, c'est sûr qu'avec la mission présidentielle, les choses se sont accélérées. Et en 2 ans et demi, on a pu sauver environ un peu plus de 200 monuments qui étaient menacés de ruine. C'est formidable. Et donc, vous êtes un homme passionné, vous êtes féru d'histoire. Le président Macron vous a confié une mission bénévole afin de préserver le patrimoine en péril. Qu'en est-il aujourd'hui? En quoi consiste cette mission? La mission, c'est d'abord une mission d'identification des monuments en péril, mais qui nous sont signalés sur la plateforme www.missionberne.fr. Les gens nous communiquent où ils en sont les propriétaires, que ce soit des privés ou des collectivités territoriales, ou simplement des touristes, des passants, des voisins, des riverains qui nous signalent des monuments qui sont en très mauvais état. Et ensuite, avec un comité de sélection et la Fondation du patrimoine et la Française des Jeux, on sélectionne d'abord 18 sites emblématiques qui figureront sur les tickets de grattage du loto du patrimoine que j'ai imaginé. Et ensuite, un monument par département. Évidemment, on procède en fonction de la priorité, des urgences et des dégradations du patrimoine. Mais un monument par département constitue le maillage territorial. Et puis ensuite, on lance le loto du patrimoine avec tirage, grattage, et on essaie de réunir plusieurs dizaines de millions d'euros pour essayer de sauver le maximum de monuments chaque année. Est-ce que vous recensez aussi des chefs-d'œuvre? Mais il y a parmi, évidemment, la plupart c'est un crève-cœur de devoir choisir. Et d'ailleurs, ceux qui ne sont pas choisis pour le loto du patrimoine continuent d'être aidés par le ministère de la Culture, parce que tous ces monuments méritent d'être aidés. En plus, l'année qui s'est écoulée était une année terrible, dans la mesure où il n'y a pas eu de visiteurs dans ces monuments. Et s'il n'y a pas de visiteurs, il n'y a pas de billetterie. S'il n'y a pas de billetterie, il n'y a pas d'argent, pas de trésorerie dans ces monuments. Et donc, c'est très difficile de lancer des chantiers de patrimoine s'il n'y a pas d'argent. Vous savez, la plupart des gens, des privés ou des collectivités territoriales qui disposent, en tout cas qui sont dépositaires de ce patrimoine, n'ont pas de fortune. On pense toujours que les châtelains ou les propriétaires d'abbayes sont des gens fortunés. Non, ils ont souvent hérité de ce patrimoine et ils ont à peine les moyens de l'entretenir. Donc, il faut vraiment les aider. Donc, c'est la raison pour laquelle on fait ce loto du patrimoine. Et il y a toutes sortes de patrimoines. Ce n'est pas les châteaux et les églises, c'est aussi le patrimoine vernaculaire, le patrimoine archéologique, les maisons d'écrivains, le patrimoine du XXe siècle, le patrimoine industriel, ouvrier. Enfin, c'est tellement riche. La France est un pays tellement riche de patrimoine qu'il y a tout à sauver, il y a tout à faire, en fait. On considère qu'il y a entre 9 et 15% du patrimoine qui est en danger. Et donc, j'ai encore beaucoup de travail. Et mon rôle n'est pas de prendre la place du ministère de la Culture. Vous savez, la ministre fait ce qu'elle peut et elle obtient beaucoup déjà en termes de budget. Mais mon rôle est d'aider de tous ceux qui passent entre les trous de la raquette et ceux qui, entre les mailles du filet, ceux qui échappent au fond à la vigilance de l'État. Et l'État ne peut pas tout faire. Et pendant très longtemps, il y a eu des mécènes américains qui sont venus aider le patrimoine français. Eh bien, moi, j'invite les Français à se mobiliser eux-mêmes pour sauver le patrimoine. Et vous savez, le loto, c'est pas un impôt patrimoine, c'est une contribution volontaire, ludique, amusante, parce que l'argent, principalement, va aux gagnants du loto. Et c'est seulement la part de l'État qui est rétrocédée à la Fondation du patrimoine par la Française des Jeux. Et c'est avec cet argent qu'on sauve le patrimoine. Vous êtes le Prosper Mérimée du XXIe siècle, en sorte. C'est me faire beaucoup d'honneur que de me donner ce nom, parce que Prosper Mérimée était un immense écrivain, mais c'est vrai que c'est l'un des premiers inspecteurs des monuments historiques et c'est celui qui a traversé tout le pays pour recenser le patrimoine en péril. Et alors aujourd'hui, il y a les moyens d'Internet, il y a les plateformes, il y a des moyens techniques qui m'évitent de voyager. Surtout que c'est pas une année où on peut vraiment voyager à travers le pays. Donc, toutes les informations nous parviennent facilement grâce à tous les réseaux et au digital. Donc, ça, c'est parfait.
Oui, ça c'est formidable. Que ressentez-vous d'avoir été nominé Monsieur Patrimoine par l'Élysée? C'est quand même Écoutez, un, c'est quand même un titre important. c'est pas vraiment un titre, je suis plutôt chargé de mission, vous voyez. Alors, si un autre président arrive au pouvoir, il aura peut-être l'intention de me mettre dehors, de changer de chargé de mission. Vous savez, c'est une mission bénévole, je ne coûte rien à l'État, j'essaie de faire le maximum. Je ne peux pas dire que ce soit très flatteur, c'est surtout une grosse responsabilité. Vous savez, je voue ma vie à défendre le patrimoine et l'histoire. Maintenant, je crois qu'on a fait du bon boulot avec toutes les équipes qui sont derrière moi. Moi, je suis tout seul dans mon coin parce que, comme vous dites, je suis bénévole, donc je fais ça avec mes moyens. Mais c'est avant tout une responsabilité plus qu'un privilège. Vous répondez à votre manière à servir la France, à servir l'histoire et le patrimoine et à travers la remise de prix, la défense de l'enseignement de l'histoire. En quoi consiste exactement la loterie du patrimoine? C'est un peu ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire que les gens, les grattages et le tirage, il y a plusieurs tirages, plus des jeux de grattage, et c'est ce qui permet aux gens de contribuer. Ils achètent des tickets à 15 euros ou des grilles de loto à 3 euros, et plus de 11% de la somme va directement, c'est la part de l'État. 72 ou 73% des sommes récoltées vont aux gagnants, surtout. C'est ça qui est important. Il faut que ça reste, c'est un jeu d'argent, donc ça doit être attractif. Et c'est la part de l'État qui va pour aider les monuments que nous avons sélectionnés avec le comité de sélection. Et ce que j'essaie de dire, c'est que beaucoup de monuments en France ont été construits grâce à la loterie. Je pense à l'école militaire, je pense à l'église Sainte-Geneviève qui est devenue le Panthéon. Et donc, ce que le loto a permis de construire, eh bien, le loto doit permettre d'entretenir et de restaurer, de réparer. Voilà l'idée toute simple. Vous savez, j'ai repris une idée simple qui vient du National Lottery, du National Trust en Angleterre. Et voilà, j'ai rien inventé. L'idée était dans l'air il y a une vingtaine d'années déjà par le maire de Versailles qui avait eu cette idée, enfin, qui avait repris l'idée anglaise. J'ai réussi simplement à l'imposer, à faire voter dans le budget de l'État cette attribution. Il a fallu un peu… L'appui du président a été précieux. Il a fallu tordre le bras des gens de Bercy, là où il y a le ministère de l'économie et des finances, mais on y est arrivé. On y est arrivé. Et puis, vous savez, quand il y a quelque chose qui tourne pas rond, eh bien, j'utilise ma surface médiatique et les médias, les réseaux sociaux pour dire ce que je pense. Donc, les gens ont vu que j'étais un homme libre. Je ne suis pas béni oui-oui, je ne suis pas payé par l'État français, je ne suis pas un homme lige envers le président ou le gouvernement. Quand quelque chose ne va pas, eh bien, je dis que ça ne va pas. Et puis, j'ai eu plusieurs combats à mener et des bras de fer à mener contre ceux qui voulaient me faire payer des taxes ou des choses comme ça. Donc, oui, on mène le combat, mais c'est jamais simple, hein, vous savez. Vous-même, vous avez en fait acheté le Collège royal et militaire pour sauvegarder le patrimoine également. Me donner en tout cas une certaine légitimité pour parler de patrimoine. On ne peut pas parler de patrimoine si on n'a pas fait son expérience soi-même. C'est un peu mon laboratoire. De montrer que quand vous sauvez le patrimoine, vous redynamisez l'économie locale. Le village où j'habite a retrouvé une certaine prospérité, il y a une auberge qui a ouvert, il y a des restaurants, des magasins, etc. Donc oui, ça fait venir du monde, il y a 12 000 visiteurs chaque année qui viennent voir le musée que j'ai créé. Et donc, les gens s'arrêtent dans les boutiques et font des achats. Donc, ça dynamise l'économie locale. Le président de la République est venu ici, il a vu le musée, il l'a inauguré lui-même en 2016, il a vu ce que c'était. Donc, il y a ça, et puis les émissions de télévision où je défends le patrimoine, je défends l'histoire avec Secret d'Histoire, le patrimoine avec le village préféré des Français ou le monument préféré des Français. Donc, oui, tout ça m'a permis de prendre conscience de l'importance des choses et ensuite de convaincre les Français que c'était important de le faire, mais pour convaincre les Français de le faire eux-mêmes, il faut donner l'exemple. J'aime pas beaucoup faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Faites ce que je fais.
Quand vous donnez l'exemple en le faisant vous-même, bah, vous arrivez à convaincre les Français de faire la même chose. Et donc, j'ai acheté ce collège qui appartenait au département au prix des domaines. Hein, c'est moins cher qu'un studio à Paris. Et ensuite, j'ai investi beaucoup d'argent pour le sauver et restaurer, créer un musée, refaire faire un jardin par le plus grand paysagiste français actuel. Enfin, voilà. Et c'est quelque chose qui restera. On dit toujours qu'un homme doit planter un arbre. J'en ai planté 1600 et écrire un livre. J'en ai fait quelques-uns. Mais en tout cas, j'aurais au moins sauvé un monument. Et grâce au loto du patrimoine, j'en ai sauvé déjà plus de 200 autres. Donc, ça ne me donne aucune fierté particulière, mais le sentiment du devoir accompli et d'avoir servi mon pays en sauvant le patrimoine. Et ce collège royal et militaire, vous savez, il y en a eu 12 en France. Le plus connu, c'est celui de Brienne-le-Château, là où Napoléon a fait ses classes. Mais il y en a 12 en France. Et ben, ce sont des monuments, ça appartient au patrimoine, et donc à la France et aux Français. Et je le laisserai à la France dans un meilleur état que l'état dans lequel je l'ai trouvé. Le patrimoine appartient aux Français, mais vous dites que vous encouragez également les dons indépendants, si je ne fais pas d'erreur, y compris de la part des mécènes anglophones. Oui, bien sûr, je crois que le mécénat, la générosité, c'est quelque chose qui marche très bien aux États-Unis. Moi-même, je participe chaque année à des grandes collectes. Je me considère, disons, comme un petit mécène par rapport aux grands mécènes qui se sont exprimés, par exemple, sur Notre-Dame de Paris ou pour d'autres monuments. Mais vous voyez, actuellement, la Bibliothèque nationale de France essaye de racheter un manuscrit de Marcel Proust. J'ai participé aux opérations Tous Mécènes du Louvre pour racheter des trésors qui risquaient de disparaître. Donc oui, j'encourage. J'ai la chance aussi que ma fondation bénéficie d'un certain nombre de mécènes, de personnalités qui me soutiennent, voilà. Alors, la chance, c'est que ma fondation, si vous voulez, elle est adossée à l'Institut de France. Donc, elle est là depuis 300 ans et donc elle a une certaine réputation à tenir. On sait la manière dont c'est géré et on n'a pas d'inquiétude, si vous voulez, sur et l'origine et la destination des dons et des fonds. Et c'est pour ça, moi, je crois beaucoup à la traçabilité pour les mécènes des dons. Et donc, je reçois ici les mécènes ensuite qui viennent, qui aident la Fondation Stéphane Bern pour l'histoire et le patrimoine, ou même tous ceux, j'ai aussi été chercher des mécènes pour la Fondation du patrimoine et pour le loto du patrimoine, comme un assureur comme AXA ou comme la Monnaie de Paris, parce que j'ai créé avec la Monnaie de Paris une série de pièces de monnaie, pièces d'histoire, ça s'appelle, et toutes ces pièces ont été vendues au profit de la Fondation du patrimoine. Vous voyez, donc chaque fois que je fais quelque chose, je le fais au profit ou de la Fondation du patrimoine ou de ma propre fondation. Chaque fois qu'on me demande d'intervenir, de faire des conférences, de m'exprimer, je le fais toujours au profit de ma fondation en ne demandant rien pour moi-même, étant bénévole. Comment sont sélectionnées les candidatures des sites visités? Tous les projets se retrouvent sur missionberne.fr. Ensuite, il y a un comité de sélection qui regarde d'abord, qui passe au tamis de Direction régionale des affaires culturelles. Si déjà ils sont beaucoup aidés par l'État, si vous voulez, on est moins sollicité, disons. Ensuite, on regarde l'état d'urgence, l'état de péril du bâtiment, le plan de financement, voir si l'État, la région, le département, si tous ensemble, on peut vraiment sauver le monument. Et enfin, le projet de valorisation. Pour moi, c'est important de voir que ça va servir à quelque chose, qu'il y a peut-être une vocation nouvelle pour le monument, qu'il y a un projet derrière ou d'accueil pour des enfants autistes ou une école de musique. Vous voyez, que tout cela serve à quelque chose et que ça permette de pérenniser aussi la restauration du monument. Par exemple, le château de Monte Cristo avait vraiment besoin d'être rénové. Il a été rénové.
une levée de fonds a été menée en 2015. Est-ce qu'un monument historique comme celui-ci peut prétendre à une autre aide de financement? On n'écarte personne, on n'écarte aucun monument. Il n'y a aucune raison. Il se trouve que par le jeu, vous savez, des subventions, l'État ne peut aider que les monuments qui sont classés ou inscrits à l'inventaire des monuments historiques. Si bien que nous essayons avec la Fondation du patrimoine, nous essayons d'aider des monuments qui ne pourraient pas bénéficier des subsides de l'État. Et donc les monuments, tout ce patrimoine qui n'est pas classé, qui n'est pas inscrit, mais qui est remarquable. Et donc, eux aussi, ils ont besoin d'être aidés. Il y a des milliers de monuments qui ont besoin d'être aidés. Par exemple, le château de Loches, qui a un superbe donjon, aurait peut-être besoin. Le logis royal de Loches ne nous a encore rien demandé. C'est un endroit que je connais bien pour y être allé souvent. Et avec la basilique Saint-Ours à côté, où on a inhumé les restes d'Agnès Sorel. Voilà, la ville n'a rien demandé, mais la ville a aussi les moyens. Vous savez, il y a aussi des villes qui ont l'amour du patrimoine, qui le protègent, qui le défendent. D'autres villes sont moins attachées au patrimoine que d'autres. J'ai vu les effets des élections municipales aussi. Certaines villes qui n'avaient pas l'intention de rénover le patrimoine nous ont contactés depuis lors en disant qu'ils voulaient restaurer le patrimoine, et d'autres, à l'inverse, n'avaient pas très envie et ont renoncé à des projets de restauration du patrimoine. Mais dans la réédition de mon livre Sauvons notre patrimoine, je saurais les remercier les uns et donner des mauvais points aux autres. Quel est votre monument préféré et pourquoi est-il si important pour vous? Écoutez, l'un de mes monuments préférés, je ne sais pas si j'en ai un, mais moi j'aime la Sainte-Chapelle, j'aime Notre-Dame de Paris, le Mont-Saint-Michel, mais peut-être mon monument préféré, c'est le château de Versailles, parce que le château de Versailles permet au monde entier d'aimer le patrimoine. Quand vous parlez de la France et de la visite de la France, les gens parlent du château de Versailles, évidemment. Et d'abord, c'est là où j'ai fait mon premier job d'étudiant quand j'avais 16-17 ans. C'est là que j'ai gagné mes premiers sous pour partir en vacances. C'était au château de Versailles. J'étais hôte d'accueil, ce qui veut dire Monsieur Pipi, en fait, pour indiquer les toilettes aux gens. Et d'autre part, si vous voulez, les gens ne comprennent pas vraiment Versailles. Il se trouve que là, j'ai tourné pour le 31 décembre, la soirée du Réveillon, une soirée exceptionnelle pour France 2, avec feu d'artifice, avec un spectacle incroyable au château de Versailles. J'expliquais à tous les artistes que Versailles est une vitrine, c'est un showroom. Louis XIV avait réuni les plus grands talents de son temps pour montrer au monde tous les savoir-faire d'excellence de la France. Oui, ensuite, il a été copié. C'est avant tout, si vous voulez, tous les métiers d'art qui sont à l'honneur. Et donc, il ne faut jamais oublier ça. C'est un showroom de tout ce qu'on sait faire en France. Donc, c'est l'apogée de l'art français. Oui, pour moi, je suis biaisée aussi parce que j'aime ce château puisque je viens de Versailles. Ah voilà, très bien. Je ne le savais pas, vous voyez. Vous êtes un homme qui a beaucoup écrit sur le patrimoine européen et sur une variété de sujets fascinants. Parlez-nous de votre nouvel ouvrage, Secrets d'histoire, tome 10. En fait, c'est simple. Les personnages sont des personnages illustres qui sont des personnages dont on parle dans mes émissions de télévision. Et je pense que l'enseignement de l'histoire en France avait fait l'impasse sur ce qu'on appelait la galerie des illustres, et des personnages de chair et de sang, des personnages qui ont aimé, qui ont vécu, qui ont souffert, oui, des vrais personnages, des héros de notre histoire, ou des héroïnes. Il y a beaucoup de femmes, évidemment, qui ont écrit l'histoire. Mais l'enseignement de l'histoire tel qu'il est fait, c'est plutôt l'histoire des idées, l'histoire des mouvements de population, etc. Or, je ne crois pas qu'un gamin de 14-15 ans peut s'identifier à des grands mouvements philosophiques, politiques, révolutionnaires. Je crois qu'à 14-15 ans, on a avant tout besoin, et même avant, parce que j'ai beaucoup de lecteurs de 10-12 ans, qui ont besoin à la fois d'une vision de l'histoire plus romanesque. Et en fait, quand vous lisez la vraie histoire de ces personnages,
Vous vous dites que dans n'importe quel scénario, les plus incroyables, on n'oserait pas écrire ça. Et tellement l'histoire vraie est beaucoup plus romanesque que l'histoire inventée ou fictionnée. Donc, c'est un peu ce que j'essaie de faire, de raconter l'histoire de ces personnages illustres auxquels on ne s'inquiète pas, ou on ne s'intéresse pas, alors que les biographies marchent plutôt bien. Donc, je ne suis pas un historien et j'ai jamais prétendu être historien. Je suis un raconteur d'histoire, un passeur, un médiateur de l'histoire à travers des personnages qui m'intéressent, qui me fascinent, qui m'agacent parfois aussi, hein, parce qu'aucun personnage n'est d'une seule, n'est uniforme en quelque sorte. Ils sont au contraire, ils ont 1000 facettes. Il y a de la grandeur, il y a de la bassesse, il y a beaucoup de vertus, quelques vices aussi. Donc, il y a beaucoup de qualités, quelques défauts. Donc, il ne faut rien occulter. Mais en tout cas, il ne faut pas déboulonner les statues avant de bien connaître leur histoire. Oui, ça, tout à fait d'accord avec vous. Et ça fait partie de notre histoire et on ne peut pas effacer le passé. Il ne faut pas le juger non plus avec notre regard d'aujourd'hui. Il faut essayer, au contraire, c'est de faire de l'anachronisme de faire ça. Il faut au contraire se replonger dans l'histoire pour comprendre pourquoi ils ont fait ça. Vous donnez goût à nombre de nos citoyens et patriotes pour l'histoire et la culture. Vous donnez en fait ce qu'ils attendent. Je ne sais pas, en tout cas, je sais que j'ai un public très fidèle et qui apprécie plutôt ce que je fais. On ne peut pas plaire à tout le monde, comme vous le savez. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas ni l'histoire ni le patrimoine. Ce que je n'aime pas, c'est qu'on dise qu'on oppose, si vous voulez, l'intérêt pour les pierres à l'intérêt pour les gens. Comme pour paraphraser le poète Lamartine, je dirais, on n'a pas un cœur pour les pierres et un cœur pour les hommes, on a du cœur ou on n'en a pas. Et d'autre part, ce qu'on oublie, c'est que derrière les vieilles pierres, derrière le patrimoine, il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qui vivent, qui travaillent, qui gagnent leur vie et qui ont besoin de ces chantiers du patrimoine. Alors, on ne peut pas les biffer d'un trait de plume en disant, ben non, nous, on s'intéresse pas aux vieilles pierres. Vous savez, le patrimoine et la culture, en tout cas le tourisme patrimonial, c'était 7% de notre produit intérieur brut. C'est autant que l'automobile. Alors, vous voyez, quand vous voyez l'intérêt qu'on porte à l'industrie automobile, on ferait bien de s'intéresser autant à cette industrie qui marche bien. En plus, le patrimoine, je ne dis pas que c'est le pétrole de la France, parce qu'il faut arrêter avec le pétrole, mais c'est une énergie renouvelable de la France. Votre émission Secret d'Histoire connaît un succès constant depuis plus de 10 ans. Quel est le secret de votre réussite? J'essaie de raconter l'histoire dans les lieux où l'histoire s'est produite, s'est déroulée. Au fond, c'est ça pour moi, Secret d'Histoire. C'est entrer dans l'intimité des personnages, essayer de les comprendre, ne pas les juger et donner peut-être, avec recul, essayer de permettre à des historiens. Moi, je ne suis pas la personne la plus importante dans Secret d'Histoire. Ce sont les historiens qui racontent. Et ils donnent toutes les facettes de chaque personnalité. Ça, c'est pour moi important. Et donner de la chair, donner du sang, donner de la matière, qu'on comprenne qui ils étaient. Nous venons de fêter les 250 ans de Beethoven, par exemple. Vous nous avez emmenés sur les traces de l'un des plus grands compositeurs de l'histoire. Où auront lieu vos prochains tournages pour Secret d'Histoire? Les prochains tournages, il y a eu beaucoup d'Italie avec Raphaël et Néron. Il y a aussi Victor Emmanuel de Savoie qui a créé l'Italie contemporaine. On va partir en Belgique au mois de janvier aussi pour un portrait de la reine Élisabeth, la reine rouge, Élisabeth de Belgique, la grand-mère du roi Albert, du roi Baudouin. Voilà des personnages, vous voyez, toutes les époques, toutes les régions du monde. Voilà, l'aventure continue pour la 14e année. Vous allez en quelque sorte en dehors des sentiers battus. Oui, c'est le but. La France. Là, faut jamais être là où on nous attend. Exactement. Merci d'avoir accepté notre invitation, Stéphane Bern. Merci à vous pour votre accueil et votre
votre gentillesse. Merci beaucoup. Et à tous vos lecteurs, tous ceux qui nous regardent aussi. Et bonne journée à tous à Las Vegas. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui, chers lecteurs, et bonne journée. À très bientôt.